que nous a enseigné la pandémie, très probablement, c'est le fait que le lien ville-hôpital n'a pas fonctionné. L'hôpital s'est un petit peu replié sur lui-même, d'une part, et il a été débordé. Les libéraux se sont retrouvés face à eux-mêmes, la plupart du temps avec un manque de matériel, et dans un certain nombre de conditions, peu aidés par différentes institutions, plus ou moins accompagnés par les autorités sanitaires. Les choses ont été très complexes pour tous, certes, mais ce lien qui aurait dû être majeur dès les 15 premiers jours de l'épidémie, parce qu'il permettait d'organiser correctement les fils Covid et non Covid, n'a pas été véritablement opérationnel dans de nombreux territoires. Ça, c'est le premier enseignement, c'est la faiblesse du lien ville-hôpital. Le second enseignement, c'est probablement le fait qu'il faille faire confiance aux coopérations entre les acteurs de terrain. Ils ont construit des initiatives innovantes, ils ont répondu plus ou moins bien, mais ils ont tenté de le faire avec leurs moyens, aux difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Et dans un certain nombre de cas, et dans pas mal de territoires tout de même, ils ont réussi à répondre suffisamment à l'urgence, c'est-à-dire celle de recevoir des patients, de faire des diagnostics, de suspecter des patients infectés, de les adresser correctement à l'hôpital le cas échéant ou de les suivre en ambulatoire dans des conditions de sécurité, que ce soit au niveau des médecins, des infirmières en particulier, et en grande partie, je pense, grâce à l'exercice coordonné. Un troisième enseignement, c'est le fait que ces initiatives innovantes n'ont pas été forcément accompagnées, n'ont pas été forcément induites par un cahier des charges ou par des incitations, des suggestions ou même par des procédures. Autrement dit, on a travaillé la plupart du temps en procédure dégradée, voire sans procédure. On les a construites au fil de l'eau, en fonction des capacités, des besoins et pour répondre au mieux à ces besoins. C'est l'autonomie des territoires qui est en question ici. Et c'est la capacité pour les acteurs non seulement de déployer eux-mêmes des initiatives innovantes, mais c'est également leur capacité à être autonomes et à élaborer des choses de qualité d'une façon totalement autonome, bien évidemment en étant imprégné de ce qui existe auparavant, mais d'une façon autonome, c'est-à-dire indépendamment de l'hôpital, indépendamment des agences régionales de santé ou indépendamment des services de l'autonomie des départements, par exemple, qui s'occupaient également des personnes âgées à ce moment-là. À mon avis, il y a une définition simple, pragmatique et très opérationnelle. La complexité en santé, c'est une notion relative à chaque professionnel qui la ressent. On peut être en difficulté et sentir une situation comme complexe parce qu'on n'a pas de temps, ou bien parce qu'on ne connaît pas les bonnes ressources pour cette situation, ou bien tout simplement parce qu'on ne sait pas comment coordonner différents acteurs que l'on ne peut pas joindre, ou que l'on sait joindre mais sans réponse immédiate. Autrement dit, la complexité, c'est la difficulté dans laquelle on est en mode commun d'exercice, avec la plupart du temps le besoin de recours à d'autres que soi-même. La complexité, c'est une affaire personnelle, c'est un ressenti personnel et qui est situationnel. Donc c'est une définition qui est extrêmement fluide, qui est très variable d'un individu à un autre et pour le même individu d'un contexte à un autre. Les facteurs les plus déterminants pour qu'une situation devienne complexe, c'est bien évidemment la multiplicité des acteurs, la multiplicité des pathologies ou la multiplicité des difficultés liées à des situations de perte d'autonomie, de handicap, de précarité, d'affection en santé mentale, entre autres. Un autre déterminant important de la complexité, c'est le fait que les acteurs ont chacun des prérogatives, des postures qui peuvent être parfois corporatistes et qu'il faut absolument les coordonner. Et donc pour les coordonner, il faut au départ qu'ils se concertent et ensuite qu'ils choisissent un consensus avec un projet autour d'un patient. Donc la réalité, c'est que la concertation est déjà difficile parce qu'il n'y a pas de partage ou pas assez d'échange d'informations, même s'il y a des outils pour cela, et que le consensus est souvent délicat, car qui a la prérogative de choisir une option plus qu'une autre pour une prise en charge, une intervention plus ou moins rapide, en y mettant plus ou moins de moyens. Tout ceci doit être déterminé en groupe, et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, en particulier en France. Il y a, à mon avis, deux freins
à une prise en charge pour des personnes en situation complexe. Le premier, c'est le manque d'échange et de partage entre les individus pour prendre des décisions collectives, soit liées à une posture, soit liées à un problème de temps, soit éventuellement liées à un problème d'outils, mais ceci aujourd'hui est largement dépassé. Le deuxième frein, c'est la volonté des acteurs. Même s'il y a nécessité de concertation, de consensus, puis de coordination, même s'il y a des outils pour les échanges et le partage d'informations, on peut ne pas souhaiter, on peut ne pas se sentir concerné par une implication dans la prise en charge d'une situation complexe. Donc il s'agit là de postures individuelles, qui recoupent d'ailleurs d'autres problématiques qui sont celles du travail en exercice coordonné ou de la subsidiarité. Savoir laisser à un moment donné sa place à un autre acteur parce qu'il est mieux placé, parce qu'il est plus expert, parce qu'il a plus de temps, parce qu'il va réagir plus rapidement. Un dispositif d'appui à la coordination, c'est un outil. C'est un outil pour des acteurs avant tout, mais de façon à mon avis connexe pour les personnes, en particulier en situation complexe bien sûr. C'est un outil qui a une particularité, c'est celui de devoir être en gouvernance partagée. La loi dit gouvernance équilibrée, et je pense qu'il faut utiliser le terme partagé, c'est-à-dire des représentants des diverses valences d'acteurs dans un territoire, en particulier impliquant les libéraux, les hospitaliers, les services du département, les services sociaux des collectivités territoriales, en particulier les CCAS, mais également les usagers et les services d'aide. L'ensemble de ces valences d'acteurs doivent être représentés au sein d'une gouvernance qui décide des points importants à travailler, notamment en termes de parcours, des coopérations prioritaires pour répondre aux besoins de territoire, définis ou identifiés grâce à un diagnostic, là encore collectif, des problématiques de santé dans le territoire. Et un dispositif d'appui à la coordination, c'est une équipe dont le directeur est choisi par cette gouvernance et non pas par le financeur ou par une institution. Tout simplement parce qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait un lien très fort et de confiance entre ce directeur, qui ne doit pas être une courroie de transmission entre des administrations et des acteurs de territoire, entre ce directeur et justement les acteurs de ce territoire. La mission principale d'un dispositif d'appui à la coordination, c'est de prendre en charge sur le plan opérationnel la coordination, ou en tout cas de venir en appui à tous les acteurs pour la coordination des situations complexes. Mais une mission totalement connexe et qui ne peut être en aucune manière séparée de celle-ci, c'est bien évidemment le soutien, l'appui, les initiatives pour le déploiement des coopérations entre les acteurs en santé dans un territoire. Là où le territoire où on est opérationnel en termes de prise en charge pour les patients.